Madame, monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, la première réunion de suivi de l'appel de Tanger. En effet, ce samedi 28 janvier à Marrakech, les 19 signataires de l'appel solennel à l'expulsion de la pseudo-race de l'Union africaine, dit appel de Tanger, se sont réunis. Les signataires sont les anciens premiers ministres et ministres africains qui estiment que cette exclusion est légitime d'un point de vue légal, historique et politique. Ils considèrent aussi que l'appel de Tanger est un objectif accessible et pour cause. L'exclusion de l'entité fantomatique est un prérequis intrinsèque au renouveau de l'impartialité et de la crédibilité de ce qui était l'organisation ou de ce qui est l'organisation panafricaine, notamment sur la question du Sahara. Ainsi, cette réunion a également été l'occasion pour dévoiler le livre blanc intitulé « L'Union africaine et la question du Sahara, livrable final d'une réflexion intellectuelle panafricaine profonde et inclusive ». Ce livre blanc est le fruit de débats, de rencontres et de séminaires tenus dans plusieurs pays africains. C'est un document d'abord juridique, mais aussi politique, un document de référence. Quelles sont les recommandations contenues dans ce livre blanc? Quelle est cette vision d'une Afrique unie et d'un panafricanisme renouvelé? 3 des 19 signataires de l'appel de Tanger sont présents sur le plateau de Média TV en exclusivité. C'est une joie pour moi que de les accueillir. D'abord, son Excellence, Monsieur Augusto Antonio Artur da Silva, ancien Premier ministre de Guinée-Bissau. Bonsoir, Excellence. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Voilà. Et un plaisir renouvelé d'accueillir l'ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert sur le plateau de Média TV, son Excellence, Monsieur Luis Felipe Lopez Tavares. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir encore une fois renouvelé de vous accueillir. Toujours un plaisir d'être là avec vous dans cette émission, une belle émission à partir de Rabat aujourd'hui. Merci. Et la dernière fois, c'était à partir de Tanger, de notre siège à Tanger. Voilà. Et avec nous aussi, un des 3 nouveaux signataires donc, de cet appel de Tanger. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, son Excellence Patrick Rajoelina. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de vous joindre à nous également, Merci Excellence. pour l'invitation. Alors, l'appel a été signé, Excellence, Monsieur Artur da Silva. L'appel a été signé le 4 novembre dernier à Tanger, en marge du forum Medays. Parlez-nous de la naissance de cette initiative. Alors, bien sûr, ça n'a pas commencé à Tanger, ça a commencé bien avant. Alors, comment tout cela, la genèse de cet appel de Tanger? Merci, madame, et merci d'être ici dans votre studio pour la présentation de ce livre blanc. Je peux vous dire que l'appel Tanger est né sur une volonté de certains cadres et hauts responsables politiques africains qui, à un moment donné, dans l'histoire, étaient présents dans. Donc, on a réuni plusieurs séminaires qui étaient faits et a construit ces séminaires à la marge de la réunion de 14e édition des Medays à Tanger. Donc, on a fait une table ronde et pendant cette table ronde, et l'appel Tanger est sorti après beaucoup de discussions et recommandations des participants. On a été 16 ministres et premiers ministres de plusieurs pays africains qu'on a débattu cette question de Sahara. Donc l'appel Tanger est né inspiré pour l'idiot des pères fondateurs du panafricanisme et aussi guidé par la vision panafricaine durable de l'agenda 2063. Et aussi résolu à combattre toute forme d'extrémisme, séparatisme et sectionnisme. Donc voilà les 3 points principaux sur lesquels est guidé l'appel de Tanger. Dans le cadre de cet appel Tanger, à la fin, on avait recommandé à l'Institut Amadeus de préparer un livre blanc sur la question de Sahara. Donc voilà le résumé, un peu comment l'appel de Tanger était né et la volonté. Donc nous sommes convaincus que c'est le moyen venu pour résoudre cette question de Sahara d'une fois de plus.
Voilà. Alors, exactement. Donc, il y a eu beaucoup de séminaires, beaucoup de débats qui ont précédé cet appel de Tanger, qui ont nourri ce livre blanc. Nous allons revenir aux recommandations de ce livre blanc. Mais avant, je vous poserai la même question, Excellence, Monsieur Tavares. Je rappelle que donc vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. 5 séminaires sous-régionaux organisés entre mai et octobre 2021, Nouakchott, Dakar, Accra, Dar es Salaam et Kinshasa. On en voit d'ailleurs, là, on voit les images de Tanger. Quels sont les principaux thèmes qui ont été abordés, notamment sur cette question de l'exclusion de la pseudo-race de l'Union africaine? Encore une fois, bonsoir. C'est toujours une joie d'être là au Maroc, ici à Tanger, à Rabat. La dernière fois, c'était à Tanger. Donc, vous savez, on a discuté de toute la problématique concernant le Sahara marocain. On a parlé des questions liées à l'histoire, des questions juridiques, mais aussi des questions politiques. Oui. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que cette question du Sahara marocain, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine a pris la décision en 1982 d'inclure la rage dans notre famille africaine, on avait à l'époque commis une erreur grave. C'est à la fois une erreur historique, une aberration juridique et surtout un contresens politique. Donc il faut réparer cette anomalie. La raison pour laquelle nous avons, comme vous l'avez souligné, fait des débats un peu partout en Afrique, des débats libres avec la participation des membres de la société civile, des partis politiques, des personnalités africaines importantes. Et nous avons pu démontrer que la raison concernant cette affaire et du côté marocain. La diplomatie marocaine fait un travail extraordinaire sur la conduite de Nasser Bourita, mon ami Nasser Bourita, avec beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas un travail qui a été fait comme ça, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est factuel. Donc aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'avais signé pour le Cap-Vert en 2017 l'appel de Kigali, lorsqu'on a demandé à ce que le Maroc soit réintégré au sein de notre famille panafricaine. Donc je suis très fier d'être là et surtout de défendre cette cause parce qu'elle est juste, elle est historique, elle est politique, elle est juridiquement factuelle, comme vous l'avez souligné. Donc pour répondre... Donc, quand vous dites juridiquement factuel, c'est par rapport aux clauses contenues dans la charte même de l'Union africaine, précédemment l'OUA. Absolument. Je pense que là-dessus, c'est la question juridique centrale. Oui, l'entité RAJD ne réunit pas les attributs nécessaires pour être reconnue comme un État. Oui. Et ça, c'est la vérité juridique, factuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt que l'Organisation de l'Unité africaine avait commis une faute à l'époque, en 1982, quand elle a pris cette décision. Donc, il faut réparer cela, il faut faire cela avec responsabilité, en dialoguant avec tout le monde. Le plan qui a été présenté avec le Maroc, le plan d'autonomie, est un bon document, soutenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dernièrement, avec la résolution 2654, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà un axe important pour la réflexion, mais surtout pour mettre tout le monde autour d'une table, d'une manière très responsable, et dire, voilà, nous voulons l'unité africaine, nous voulons qu'il y ait plus d'intégration régionale. Oui. Pour cela, il faut absolument régler cette question-là, parce que, vous savez, il y a énormément de groupes séparatistes, partis séparatistes, qui ne contribuent pas à l'unité africaine. Et la rage ne contribue pas aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé à Tunis lors de la TICAD. Beaucoup de chefs d'État et de gouvernements africains ont quitté la salle parce qu'il y avait la présence d'une entité qui n'est pas reconnue comme État au niveau international. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous nous battons pour la cause marocaine, et j'espère que là, durant l'année 2023, on va faire des pas en avant. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. On a pris une décision avant-hier à Marrakech d'élaborer une stratégie à partir de laquelle nous allons travailler avec les uns et les autres pour les convaincre, mais surtout avec des faits juridiques forts et en expliquant que politiquement, c'est très important que le Sahara soit reconnu comme un territoire
marocain. Donc l'intégrité territoriale du Maroc est pour nous quelque chose de fondamental. Alors, vous avez parlé justement d'avancement dans cette initiative de l'appel de Tanger avec 3 nouveaux signataires, donc 16 originalement à Tanger et puis 3 autres, à savoir la République de Gambie, le Royaume du Lesotho et la République de Madagascar, justement qui est représentée par Monsieur Rajoelina ce soir. Qu'est-ce qui a motivé cette signature, Excellence ? Écoutez, tout d'abord, merci pour votre invitation. Mon frère Tavares a dit beaucoup de choses, donc on va essayer d'aller un peu plus profondément par rapport à ce qui a été évoqué. Je rappelle que Madagascar a cessé de reconnaître le Front Polisario en 2005 déjà, et que plus récemment, le président Andry Rajoelina, dans une interview dans l'Observateur du 3 janvier 2023, a très précisément dit la phrase suivante, c'est que le Maroc sait pouvoir compter sur la solidarité de Madagascar s'agissant du recouvrement de l'intégralité de son territoire national. Ceci étant dit, j'ai participé à Tanger puisque j'ai été invité au Med Days, à la 14e édition du Med Days, et j'ai pu participer à ces travaux. Cependant, à cette époque-là, avant que notre président de la République tranche sur cette nouvelle voie de paix, qu'est justement l'éviction du Front Polisario de l'Union africaine, il m'était difficile de prendre position dans la mesure où la diplomatie malgache, à l'époque, était d'une parfaite neutralité. Cela étant, aujourd'hui, et je l'ai dit de façon peut-être un petit peu trop enthousiaste, au mois d'août 2021, lorsque ministre des Affaires étrangères, j'ai dit qu'effectivement, Sa Majesté Mohamed VI avait toute la souveraineté sur le Sahara occidental. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de rejoindre cette grande famille qui, j'espère, va s'élargir au fil du temps. Je suis très heureux de rejoindre cette famille parce que nos frères l'ont dit précédemment, mais le fait d'exclure le Front Polisario de l'Union africaine va permettre de clarifier un certain nombre de choses, bien au-delà du Maroc, puisqu'un certain nombre de partis, d'entités, de groupes terroristes sont en train, dans certains pays d'Afrique, de construire une partition. Et donc le fait comme l'a dit notre frère Tavares tout à l'heure, le fait de régulariser une situation qui est juridique, tout simplement, puisque le Front Polisario, avec la RASD, n'est pas un État, puisqu'il n'a pas les attributs d'un État. Il n'a ni territoire, il n'a ni gouvernement, et, disons, il n'a ni vraiment représentation internationale. On l'a dit, la RASD n'est pas reconnue à l'Organisation des Nations Unies. Donc aujourd'hui, nous sommes pleinement aux côtés du royaume chérifien. Le président Andry Rajoelina est d'ailleurs venu très récemment à Marrakech au sein d'une grande réunion, Choiseul, où il a réaffirmé un certain nombre de choses. Nous avons une excellente coopération bilatérale avec le Royaume du Maroc. Nous avons par ailleurs une très belle représentation diplomatique marocaine à Madagascar, avec qui, lorsque j'étais ministre, et puis ensuite, nous avons fait beaucoup de travail pour faire avancer cette coopération bilatérale. Et le président Rajoelina, d'ailleurs, dans cette interview de l'Observateur du 3 janvier dernier, a tracé un certain nombre de perspectives pour renforcer cette coopération bilatérale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'exclure une entité autoproclamée de l'Union africaine va permettre de clarifier les choses pour la sécurité de chacun des États membres de l'Union africaine.
Oui, parce que effectivement, cette zone-là est aujourd'hui victime, elle est menacée. Quand je dis la zone, c'est au sud du Sahara marocain, notamment dans la zone sahélo-saharienne. Elle est proie à des groupes terroristes et c'est une réelle métastase aujourd'hui sur le continent africain. Et elle touche des pays qu'on ne soupçonnait pas pouvant être victimes de ces groupes terroristes. Y compris en Afrique australe. Tout à fait. Y compris en Afrique australe. Avec... aussi, regardez ce qui se passe à Cabo Delgado au Mozambique, au nord du Mozambique. Et je pensais au Mozambique, je pensais également au Kenya. D'exemples. Voilà, c'est pour ça qu'il faut régler cette affaire le plus rapidement possible. Pour donner, encore une fois, une jurisprudence. Absolument. Une vraie jurisprudence, un signal fort, comme tu dis. Voilà. Une vraie jurisprudence qui dit, écoutez, maintenant, ce ne sont que les États représentés, jusque et y compris à l'ONU, qui pourront faire partie de l'organisation de l'Union africaine. Alors justement, c'était une des raisons pour laquelle effectivement le Maroc s'était retiré à l'époque de l'OUA et qui a été appuyé, son Excellence Monsieur Tavares, ça a été appuyé par beaucoup de pays de l'époque. Mais avant, je voudrais m'adresser à un représentant d'un des pays qui ont appuyé ce retrait du Maroc et vraiment ce refus du Maroc à l'époque où l'OUA ont intégré la pseudo-RASD et le Front Polisario dans cette institution qui ne compte que des États et des gouvernements, en témoigne son article 28 et son article 4 de la charte de l'Union africaine, de l'OUA à l'époque. Monsieur Arthur da Silva, la Guinée a toujours démontré un appui indélébile à la cause nationale marocaine. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on revienne un peu à l'histoire. Oui. Au début de l'indépendance, comme vous le savez, on a commis des erreurs historiques de reconnaître la race à l'époque. Parce que, comme vous le savez, à l'époque, en 1975, les pays étaient sur un parti unique, parti État. Donc, aussi, à l'époque, il y avait la guerre froide, il y avait les deux camps, il faut choisir un de ces camps. Mais on a corrigé les historiques et on a retiré définitivement la reconnaissance à la race et on a toujours été aux côtés du Maroc. Donc, pour dire que la position de Guinée-Bissau aujourd'hui, elle est connue, surtout après la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée-Bissau en mai 2015, les organes de la souveraineté, soit le Parlement à travers son président du Parlement, la présidence de la République et le gouvernement à travers le communiqué conjoint qui a été fait lors de la visite de Sa Majesté en Guinée-Bissau, on avait reconnu définitivement le Maroc comme entité. Donc on a reconnu la marque-unité du Sahara et l'intégrité territoriale du Maroc sur cette zone-là. Donc, alors, cette admission de la race à l'OUA s'est faite dans un contexte très particulier au moment où le continent était fragilisé et il avait sur le plan politique. Mais il y a surtout les courants idéologiques qui pesaient sur les décisions politiques. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, selon vous ? Ça a changé parce que nous ne sommes pas maintenant dans un contexte de guerre froide. Et deuxièmement, nous sommes en Afrique aujourd'hui, nous sommes ouverts à la politique, à la démocratie. Et c'est le cas en Guinée-Bissau. Donc, on joue complètement à la règle démocratique et avec la règle démocratique, donc on n'a pas un parti. Même en 1991, on a changé notre constitution, on a retiré les partis étatiques, on est devenu une république laïque, et sur le sens propre, et sur laquelle les démocraties qui prévoient. Donc tout ça, ça a joué, et ça permet qu'aujourd'hui, dans Guinée-Bissau, on a resté du côté du passé, on n'a plus reconnu l'âge, on ne peut pas plus reconnaître. Donc les autorités bissau-guinéennes, actuellement, reconnaissent la marque-unité du Sahara, et nous sommes toujours à côté du Maroc dans ce sens. Ce qu'il faut dire également, si je puis me permettre, c'est que le Front Polisario a été la seule entité politique à être acceptée. Il n'y avait pas les mouvements de libération comme le MPLA, l'UNITA, un certain nombre d'autres, l'ANC, la SWAPO. Voilà. Donc ça a été vraiment, comme le dit mon frère Tavares, ça a été vraiment une anomalie de l'histoire. Mais c'est à cause d'une interprétation, puisqu'on parle de faits historiques, il s'agit d'une interprétation, d'une fausse interprétation de l'article 28. Absolument. Et je pense également... Qui a été largement appuyé, et même pour décrocher le minimum de voix pour que cela passe au sein de l'UA, ça a été vraiment très difficile. Oui.
Et puis c'était une attaque également contre le Royaume du Maroc. Tout à fait, bien naturellement. Parce que naturellement, il y a une spécificité marocaine. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire sur le Maghreb, sur le Grand Maghreb. L'histoire du Maroc, c'est le Grand Maghreb. Donc il y a un certain nombre d'acrimonies qui ont été cristallisées, y compris encore aujourd'hui par les ennemis du Maroc. Les ennemis, je parle des États du Maroc. Donc à l'époque, il n'y avait que cette entité Front Polisario qui justement faisait la nique au Royaume du Maroc. C'est ça également qu'il faut dire. Ça a été une aberration de l'histoire parce que auquel cas, sur le principe d'égalité de traitement des mouvements révolutionnaires, entre guillemets, on aurait dû accepter une dizaine d'autres mouvements révolutionnaires et une dizaine d'autres. Mais ils n'avaient pas l'appui nécessaire. Ils n'avaient pas l'appui nécessaire voilà. et à l'époque, j'imagine que l'OUA ne souhaitait pas la partition d'un certain nombre d'États. La balkanisation de l'Afrique. Voilà, c'est ça, la balkanisation de l'Afrique. Et la conférence de Berlin, qui a très mal tracé les frontières, malgré tout, fait l'objet d'un consensus pour l'instant. L'intangibilité des frontières issues de la décolonisation, si on peut dire. Mais il y a un aspect important, si je peux me permettre. Bien sûr. Je suis d'accord, bien sûr, avec ce qu'a dit mon cher ami de Madagascar. Il y a une question historique aussi importante. Les tribus sahraouis, depuis très très longtemps, ont toujours prêté allégeance au sultan marocain, chérifien. Ça, c'est la raison historique fondamentale, reconnue par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par les Nations Unies, d'une manière générale. Donc, voilà le fondement historique. Question juridique, ça a été déjà signalé très bien par mon collègue et par mon ami de Guinée-Bissau. Il faut continuer de travailler, faire de la pédagogie auprès des chefs d'État récalcitrants. Il y en a encore un certain nombre. Vous savez que l'exclusion de la rage n'est pas prévue dans la charte actuelle de l'Union africaine, mais, je dis mais... Dans l'agenda Non, dans la charte. Dans la charte même. Pour expulser un pays, ou exclure un pays, c'est très compliqué. Très bien. Reconnu comme tel, c'était une faute historique. Mais les chefs d'État ont la prérogative de prendre n'importe quelle décision à la majorité des 2 tiers. C'est la raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui pour avoir la majorité des 2 tiers. Il nous faut 37, 38 voix. Bon, on a 37 ou 36 plus celle du Maroc, ça fera 37 et 38. Mais je pense qu'on peut aller un peu au-delà de ces 37. Nous allons continuer de travailler. C'est un objectif accessible selon... Largement, à mon sens, oui. C'est accessible. Il faut travailler dans ce sens-là pour avoir la possibilité de... L'appel de Kigali, c'était 28. Et depuis, vous savez, quand le retour du Maroc au sein de la famille africaine, c'était 39 voix. Oui, j'y étais. On avait travaillé, moi aussi j'y étais, j'ai travaillé jusqu'à l'aube avec Mézoir et d'autres collègues pour cela. Donc on a fait 39, mais je pense que c'est possible aujourd'hui d'en faire 39 aussi. On doit continuer de travailler, faire de la pédagogie avec beaucoup de responsabilités, en respectant le droit, l'histoire et aussi en corrigeant la faute politique qui a été quand même une faute très grave commise en 1982 et après ratifiée en 1984, comme vous le savez. Avec une mise à l'agenda, je me permets de préciser ce point, avec une mise à l'agenda de débattre de cette question au sein de l'Union africaine entre les différents chefs d'État. Est-ce que la mise en agenda ne pourrait pas éventuellement pâtir de pression, de lobbying? Et encore une fois, je reviens à ma même question, est-ce que finalement on a pu dépasser cette question idéologique avant tout en Afrique, au sein de cette Union africaine? La question n'est pas de dépasser telle ou telle idéologie, telle ou telle pression. La question est, comme l'a fait le président de Madagascar récemment, c'est d'assumer un certain nombre de choses en matière de coopération, en matière également d'unité africaine. Comme le disait le général de Gaulle, un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et nos intérêts, l'intérêt des membres, des pays membres de l'Union africaine, c'est la stabilité, c'est le développement économique. Et notre frère l'a dit tout à l'heure, Sa Majesté Mohamed VI parle très souvent, et nous adhérons complètement à ce message, de la coopération sud-sud.
J'ai parlé de la coopération avec Madagascar, mais beaucoup plus largement, avec tous les autres pays, nous devons faire notre lit de cette coopération sud-sud. Donc, il faut enlever cette écharde du pied de l'Union africaine en réglant et en purgeant ce sujet définitivement, et qu'il fasse, encore une fois, j'insiste, jurisprudence pour les autres mouvements sécessionnistes, séparatistes, voire terroristes. Pourquoi la question? Oui. Surtout qu'aujourd'hui, on estime qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est le temps de l'union, c'est le temps d'union d'énergie, union d'économie, de partage et d'ensemble pour être une Afrique unie, forte. Pourquoi vous pensez que l'exclusion de ce sujet qui fâche certains pays, pourquoi pensez-vous que ce soit un sujet de division au sein de cette division parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'unir l'Afrique pour nos développements, surtout quand on pense sur l'agenda 2063. Donc, la question, ça divise l'Afrique, divise l'Union africaine, surtout en tant qu'organe institutionnel. Donc, on n'arrive pas à faire sortir et faire que le programme qu'on a en Corée soit un programme de développement dans l'entière. Parce qu'il y a certains pays qui le bloquent. On a vu la question quand il y a eu le sommet Afrique-Japon, sur lequel on avait divisé sur cette question-là. Donc, il faut qu'on dépasse ces points-là aujourd'hui et que l'Afrique soit unie dans la perspective de son développement et à l'intérêt de nous tous. La vraie division, c'est la situation actuelle. La situation actuelle. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas une guerre entre les uns et les autres. Ce que nous voulons, c'est ce que tout le monde veut, justement. Mais c'est ce que tout le monde veut. Peut-être qu'il y aura des oppositions, parce qu'il faut faire vivre la démocratie. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'influence en dehors de l'Afrique dans ce dossier-là aussi? Et bien évidemment, puisqu'on vit dans un monde multipolaire, il y a un certain nombre de très grandes puissances qui jouent en ce moment en Afrique. Il y a également des très grandes puissances qui parlent avec l'Afrique, tous ces sommets, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Europe-Afrique, Turquie-Afrique, voilà. Il y a de très grandes puissances qui parlent à l'Afrique, donc nous avons besoin d'être unis, d'une part, et ce sujet-là, effectivement, divise, mais il faut se rendre à la démocratie. La démocratie, c'est 2/3 des pays membres de l'Union africaine. Eh bien, écoutez, allons vers ces 2/3, faisons voter 2/3. Il y aura toujours des gens mécontents. Vous savez, en démocratie, il y a toujours des gens mécontents. Oui. Toujours. À nous de faire de la pédagogie, de continuer de travailler avec responsabilité. Je répète beaucoup le mot responsabilité parce que là, c'est une question de droit international. Le droit est pour le Maroc dans cette affaire-là. Quand vous dites droit international, je me permets de vous interrompre, je regarde tous les textes constitutifs déjà, de l'ONU et de l'Union africaine. Oui. Voilà. Et c'est alors, juste parce que vous parlez de texte, dans l'article 4 de la Charte de l'Union africaine, il est stipulé que tout État africain indépendant et souverain peut devenir membre de l'organisation. Ce n'est pas le cas avec l'ARAJ. Oui, un État. Voilà. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Voilà la raison. D'où le mot aberration que vous citiez tout à l'heure. Aberration juridique, c'est une réelle aberration anomalie juridique. historique et contresens politique. J'ajouterais, c'est une faute politique grave qui a été commise. Il revient au chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine de réparer cette faute. La raison pour laquelle nous devons continuer de travailler avec la diplomatie marocaine et aussi avec tous les gouvernements de bonne volonté pour régler cette affaire. C'est une responsabilité de l'Union africaine. Il appartient à l'Union africaine de travailler et faire en sorte que cette vulnérabilité qu'elle a aujourd'hui, institutionnelle, soit vraiment réparée. Nous n'avons pas de crédibilité quand on parle de cette question-là parce que les gens nous posent la question, les gens d'autres continents, hein, des amis d'autres continents, mais pourquoi vous l'avez fait en 82 ? J'ai dit, mais oui, c'est une faute historique, c'est une aberration juridique, il faut la réparer avec responsabilité, en mettant tous les différentes parties autour d'une table pour régler cette affaire. Parce que cela remet en question aussi, ce que je disais en introduction, l'impartialité de cette Union africaine. Absolument, à l'époque. Et sa crédibilité. Absolument, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut absolument réparer pour qu'on retrouve notre crédibilité en tant qu'institution panafricaine. C'est une question de crédibilité, de responsabilité, de respect du droit international. Je voudrais vous interpeller, vous trois, mes chers invités, éminentes personnalités que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Questions d'Actu ce soir, quant à l'Union africaine.
Aujourd'hui, et depuis quelques décennies déjà, on parle d'une refonte déjà des Nations Unies. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Union africaine est face à un renouveau de panafricanisme. Est-ce que vous pensez que cette institution aujourd'hui est prête pour cette renaissance du panafricanisme? Si non, quels sont les éléments qui pourront l'aider à être d'abord une union, au vrai sens du terme, avec bien sûr des sujets qui peuvent être... qui peuvent ne pas avoir consensus, mais en tout cas des sujets qui réunissent. Monsieur Tavares. En 2 mots, très rapidement. Vous savez, il y a une réforme qui est en cours depuis 2016, qui est une réforme fondamentale de notre institution panafricaine. Il faut que nous prenions notre responsabilité. Le respect du fonctionnement des États de droit ou de l'État de droit en Afrique, c'est fondamental. Oui. Vous avez toujours des gens qui ont des velléités de changer leur constitution pour se pérenniser au pouvoir. Ça, c'est une erreur grave. Il ne faut pas faire un 3e mandat. Est-ce que la volonté de faire un 3e mandat ne dépend que du président en place? Ça dépend de la Constitution. Il faut respecter les constitutions. Au-delà de la Constitution, on connaît. Il y a aussi certains intérêts. Absolument. Pas propres à l'Afrique. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. C'est une question de... Il faut donner les moyens à l'Union africaine d'exercer pleinement son rôle d'intégrateur de l'unité africaine, de promouvoir l'intégration économique. L'unité, c'est très important. Mais c'est à nous, ça revient à nous, la responsabilité de faire en sorte qu'on soit respecté dans le monde. C'est une question de respect. Vous vous souvenez, je vous avais dit à Tanger au mois de novembre que avec le Covid-19, on a vu une solidarité sud-sud, une coopération sud-sud qui a bien fonctionné, surtout à partir du Maroc. Et je vous ai dit que Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est un homme dont j'appréciais la droiture et la volonté d'œuvrer pour le développement du continent africain. Cette histoire du Covid-19 l'a prouvé, l'a démontré d'une manière très claire. Donc, à nous, Africains, de prendre nos responsabilités concernant des questions politiques africaines. Le respect de l'état de droit, le fonctionnement de la démocratie, la protection des droits humains, voilà des aspects fondamentaux qu'on doit travailler pour faire en sorte que notre crédibilité soit recouvrée à nouveau. Et pour répondre à la première partie de votre question, moi je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de dirigeants, de nouveaux dirigeants, de jeunes dirigeants, et je pense notamment à mon président, André Zouen, qui sont prêts à faire un certain nombre, je dirais, d'efforts pour rassembler un certain nombre de pays, pour aller justement vers, je dirais, une adaptation de l'Union africaine à un challenge majeur qui est le développement. Et quand j'ai parlé de la coopération avec le Royaume du Maroc, c'est extrêmement important aujourd'hui que cette coopération sud-sud existe avec l'Égypte, avec le Sénégal, avec un certain nombre. Madagascar est membre d'au moins 3 organisations internationales en dehors de l'ONU, et c'est cette coopération régionale qui est extrêmement importante. Donc, pour répondre à la première partie de votre question, il y a un certain nombre de dirigeants aujourd'hui responsables, comme l'a dit mon frère Tavares tout à l'heure, qui sont responsables et qui souhaitent aller de l'avant parce que, effectivement, la modification de la Constitution, la façon dont certains droits humains sont bafoués dans certains pays, c'est quelque chose de très important. Mais à Madagascar, il y avait notre premier président, Philibert Tran, qui parlait de politique en kibu, la politique du ventre. Et aujourd'hui, nos peuples veulent manger, veulent être éduqués, veulent être soignés, veulent pouvoir voyager. Donc aujourd'hui, il y a un vrai défi que doit relever l'Afrique à travers ses institutions, mais à travers également sa coopération bilatérale, ce que nous faisons avec le Royaume du Maroc, et multilatérale au sein de l'Union africaine. Et c'est à nos dirigeants politiques de modifier un tant soit peu le fonctionnement de cette Union africaine pour en faire un véritable outil politique de développement économique. Parce que lorsque j'évoquais tout à l'heure le problème
du Front Polisario, ça illustre parfaitement les problèmes, le gravier dans la chaussure de l'Union africaine. Il faut purger ce sujet pour aller sur autre chose, et le développement économique appellera, je pense, la cessation d'un certain nombre de pratiques sur le 3e, 4e, 5e, 6e mandat. Parce qu'à partir du moment où nos populations, nos dirigeants et notre appareil économique sera focalisé sur le développement économique, je pense que ça se passera mieux. Et nous avons les ressources pour ce développement économique. J'ai cité tout à l'heure les différents sommets avec les grandes puissances. J'ai oublié le sommet de Sotchi avec la Fédération de Russie. Donc voilà, nous avons un immense chantier à bâtir pour nos populations, mais nous avons un grand chantier de fraternité également à bâtir pour nos dirigeants et pour l'avenir politique de l'Union africaine et de l'Afrique en général. En général. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je finis mon tour de table avec vous, Excellence, Monsieur Arthur da Silva, sur cette Union africaine et sur aussi ce renouvellement du panafricanisme. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Tavares et M. Patrick sur cette question du panafricanisme. Mais il faut voir qu'on devait renforcer d'abord la question de l'intégration économique. C'est très important, le renforcement de la coopération économique. Mais pour renforcer la coopération économique, il faut que les États soient en mesure de relever un certain nombre de défis. Et parmi les défis, c'est cette question-là qu'aujourd'hui nous sommes là pour parler de la question du Sahara. Il faut qu'on relève cette question effectivement, parce que c'est un point qui freine le développement de l'Afrique, parce qu'il se bloque. On n'a pas un consensus sur certaines questions. Ici, on n'a pas un consensus sur cette question. On ne peut pas aller de là. Donc, il faut qu'on enlève cette contrainte, surtout pour éviter la question sexisme qu'il peut avoir. Donc, la question là, c'est une question profondément. Et c'est ce qui peut faire. Donc, si vous voulez développer l'Union africaine libre sous les institutions, il faut qu'on travaille dans le sens de faire ça. Donc, voilà la question qu'on peut le faire, parce qu'à l'avenir d'Afrique dépend de nous-mêmes. Donc, c'est nous, et avec sa jeunesse, avec sa population, de faire. Et l'avenir de l'Afrique dépend aussi de la résolution de ce différend sur le Sahara marocain. Ça, c'est une question fondamentale. Parce que sinon, aujourd'hui, avec tous les problèmes de terrorisme qu'on voit, tous les problèmes de sémisme, tous les problèmes de sexisme, donc on a des exemples qui sont cités ici, mais il faut qu'on évite ça. Donc ça, c'est une question. Il faut corriger l'erreur historique qui a été faite en admettant le rage de l'Union africaine. Donc il faut qu'on corrige ça. Il faut qu'on laisse le tabou et on discute les vrais problèmes sur cette question. Voilà la question que, pour moi, je pense qu'on devait le faire. Monsieur Tavares, parlons de ce livre blanc qui prouve l'illégalité de la présence de la fantomatique race au sein de l'Union africaine, dit considération. Vous savez, purement juridique Non. Juridique, historique et politique. Vous savez, nous avons eu un débat très intéressant à Marrakech, ouvert, responsable. Et nous sommes arrivés à la conclusion que, là, tout de suite, on doit élaborer une stratégie pour mettre en place les recommandations du livre blanc, pour travailler avec les chefs d'État et de gouvernement. Il faut le faire le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les semaines à venir. Travailler avec nos sociétés civiles pour informer, pour faire de la pédagogie, pour montrer que le respect de l'état de droit, le respect du droit international concernant cette question est très, très important. Vous savez, je vous ai cité tantôt la résolution qui a été prise récemment par le Conseil de sécurité. C'est un pas en avant très, très important. Donc il faut, dans la sérénité, dans la tranquillité, que nous travaillions avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour corriger cette erreur historique. Je terminerai pour vous dire que vous avez parlé tantôt des défis à relever pour notre continent, pour le renforcement du panafricanisme. Il faut que nos pays arrivent à créer des institutions inclusives pour promouvoir le développement social et économique dont parlait M. Silva. Quel genre d'institutions ? Les institutions juridiques, économiques, politiques et sociales inclusives. Au sein de l'UA ? Au sein de l'UA et aussi à l'extérieur, dans les États membres, par les États membres. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que les gens se sentent abandonnés, parce que le résultat, c'est ce que vous voyez, nous voyons tous ce qui se passe en Méditerranée. Des tas de jeunes qui meurent à cause de des migrations que nous connaissons. Enfin, c'est le désespoir. Pour éviter ce désespoir,
c'est à nous, hommes politiques africains, de prendre nos responsabilités. Il faut faire en sorte que le développement social, économique et culturel soit vraiment au beau fixe dans tous les pays africains. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait créer des institutions inclusives partout. Et il faut respecter les constitutions, respecter le fonctionnement de l'état de droit, protéger les droits humains. Il ne faut pas que nos chefs d'État, au bout du 2e mandat, changent leur constitution, la constitution de leur pays, pour se pérenniser au pouvoir avec un 3e mandat. On sait, avec beaucoup d'exemples que nous avons devant nous, que c'est une faute politique grave. Ça n'amène pas la stabilité ni l'unité africaine. Donc il faut travailler. C'est la raison pour laquelle il faut aussi régler ces problèmes politiques. J'ai parlé de Cabo Delgado au Mozambique. C'est un problème de sécession grave. Cabinda en Angola, c'est la même chose. En Somalie, il y a des mouvements irrédentistes aussi qui font des actes terroristes et autres dans la région. Il faut travailler avec responsabilité, mettre tout le monde autour d'une table, mais je pense, et je finis là-dessus, le plan d'autonomie qui a été présenté par le Maroc est la seule voie possible pour régler cette question marocaine. Est-ce que l'appui que connaît justement ce plan marocain pour l'autonomie, l'appui international qu'il connaît, est-ce qu'il déteint sur notre continent ? Vous savez, on a été 28 en 2017. Je pense aujourd'hui qu'on doit être aux alentours de 33-34. Donc pour arriver à 37 pour la majorité des 2/3, il faut continuer de travailler. Mais je suis persuadé qu'on arrivera à 38-39. Inch'Allah. Inch'Allah. Déjà, on témoigne le nombre de consulats dans les provinces, ouverts dans les provinces du sud de pays africains, qui sont autour de plus de 20. 27. Exact. Au juste, oui. Et qui font que, effectivement, ça marque un appui à cette intégrité territoriale, à notre première cause nationale. Alors, au-delà de ça, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de beaucoup de discours séparatistes, comment cela œuvre-t-il pour déconstruire ce genre de discours, Excellence, M. Rajoelina ? Moi, je crois qu'effectivement, comme l'ont dit mes collègues, c'est avec beaucoup de pédagogie qu'il faut le faire. C'est également, pardon de le dire, mais en ayant un rapport de force également avec un certain nombre d'États. Ce rapport de force doit être constaté à partir du moment où un certain nombre d'États ne souhaitent pas s'intégrer dans une majorité. Ils prendront leurs responsabilités naturellement. Et puis, ce qu'il y a de très important, ce que vient de dire mon collègue Tavares, c'est que ce n'est pas la revendication de l'intégrité territoriale du royaume chérifien n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. D'une part, au niveau historique, ça c'est évident, on a parlé des populations sahraouis qui prêtaient allégeance au sultan marocain, on a parlé du Grand Maghreb, mais également, ce qui vient d'être souligné, et ça c'est très important pour moi, c'est de donner une perspective bien sûr à l'opinion publique internationale, aux institutions internationales, et puis aux populations sahraouies. C'est le plan d'autonomie qui est présenté et qui est extrêmement constructif pour les uns et pour les autres. On a dit qu'il y avait, Madame, vous avez dit qu'il y avait 27 consulats à Takhlat et à La Ayoun. Effectivement, mais il y a aussi, et je suis allé à La Ayoun personnellement, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont faites sous l'autorité de Sa Majesté Mohamed VI en termes de développement économique, social, d'éducation, de toutes ces choses-là. Donc il y a une réelle volonté de la part des dirigeants marocains de présenter quelque chose d'extrêmement positif, et c'est à nous, pays membres de l'Union africaine, de porter cette pédagogie auprès d'un certain nombre d'États. Encore une fois, la démocratie accepte les oppositions. Et moi qui suis démocrate, je suis tout à fait d'accord pour les oppositions. Si elles sont constructives, naturellement. Mais chacun prendra ses responsabilités. Nous, au sein du Livre blanc, nous avons pris nos responsabilités. Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, pour présenter quelque chose de constructif, qui ne va pas à l'encontre des uns et des autres. Nous voulons rétablir un certain nombre de choses qui sont juridiquement justes,
mais aussi nous appuyons le régime, le régime marocain pour aller vers cette présentation de l'autonomie des provinces, de la province sahraoui. Donc c'est très important également de donner cette perspective aux populations. Et je suis certain que ceux qui sont en train de souffrir misérablement à Tindouf seront très heureux, et c'est prévu dans le plan d'autonomie de revenir chez eux voilà. Oui, exact. pour construire. Parce que, je l'ai dit au début, le Maroc est dans un trend économique extrêmement important. Donc j'imagine que vous avez besoin de bras, vous avez besoin de cerveau. Et je suis certain que toutes ces populations qui souffrent et qui sont méprisées seraient très heureuses de revenir chez elles. Oui. Voilà. Et sortir de la séquestration. Leur place est au Maroc. Leur place est dans au Maroc. Elle n'est pas dans des camps. le royaume marocain. Moi, je Avec- pense Voilà, que absolument. la résolution de cette question de Sahara, représente également une victoire. Si on règle le problème de Sahara, ce sera une victoire pour l'Afrique et c'est une question pour l'unité africaine. Donc, il faut que ces problèmes soient réglés d'une fois pour tous, pour que l'unité africaine soit construite sur les bases de l'égalité. Donc voilà dans lequel nous soutenons complètement le plan marocain d'autonomie au Sahara. La Guinée se soutient et son président, Maurice Kambalou, en tant que président de la conférence chef d'État de la CEDEAO, soutient aussi le plan marocain pour... Monsieur pour Tavares, les le next step alors après ce livre blanc. Vous avez parlé tout à l'heure que le travail continuait. Voilà, on doit- Bon, déjà, il faut dire que depuis la signature le 4 novembre, vous étiez 16 pays signataires. Ouais. 3 mois plus tard, 3 nouveaux pays signataires. Voilà. À ce rythme, on va dire que... Là, je ne vais là, pas, on va- je vais on pas va faire travailler. un calcul purement de chiffres, Vous savez, mais en diplomatie, il y a, faut avoir il y a des beaucoup de- résultats qui commencent En à... diplomatie, il faut beaucoup de patience, Mm. de sérénité. On va continuer de travailler avec patience, sérénité, parce que la cause que nous défendons est juste. Il faut persuader, faire de la pédagogie auprès des chefs d'État et de gouvernement qui auront la responsabilité, avec la majorité des 2/3, de prendre cette responsabilité de voter pour l'exclusion de la rage de notre famille panafricaine. Ça n'a pas de sens. J'ai dit tantôt que c'était un contresens politique. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Je crois que dans les semaines et mois à venir, nous aurons des nouveautés ou des nouvelles concernant ce dossier très important pour le Royaume du Maroc et pour toute l'Afrique dans son intégralité, parce que c'est une question d'unité africaine, de développement social, économique, politique, d'union de l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Sur Joëlina, un dernier mot Écoutez, moi, j'ai rien à ajouter par sur rapport à l'avenir, ce sur que- 2023, ce que nos sur les camarades ont dit. perspectives par rapport à cette unité africaine, par rapport à cette question du Sahara marocain. Nous sommes des travailleurs, nous sommes également des diplomates, nous sommes des patriotes pour cette Afrique nouvelle que nous souhaitons construire avec tous les pays. J'ai parlé de la coopération sud-sud. Notre frère tout à l'heure a parlé de toutes ces communautés économiques, politiques au sein de l'Afrique. Et moi, je pense que le travail qui s'offre à nous, anciens Premier ministres et anciens ministres des Affaires étrangères, au sein de ce livre blanc, c'est effectivement d'aller porter cette ambition et je dirais cette nouvelle perspective auprès des chefs d'État. Et nous, au sein de notre groupe, nous sommes 19 aujourd'hui et certainement beaucoup plus dans quelques semaines. Règne naturellement une excellente ambiance et moi je veux très sincèrement remercier l'Institut Amadeus qui fait un travail formidable de cohésion entre nous, mais également un travail formidable d'élaboration et de coordination de ce livre blanc. Oui, puisqu'il En se basant sur il y a un travail des règles de droit, concertation. il faut le dire, en se basant sur des règles de droit, sur l'histoire, sur des questions politiques. Ce travail est un travail de l'Institut Amadeus, je crois, qui fait un travail remarquable, diplomatique, très positif, mais c'est un travail que nous avons assumé en tant qu'Africains. C'est très important de souligner cet aspect-là. Aujourd'hui, tu l'as signalé, on est 19, on sera, à mon sens, 37, 38 dans très peu de temps. Nous allons certainement suivre le développement de cet appel de Tanger avec vous, Excellence Monsieur Tavares, mais aussi, et pourquoi pas avec vous aussi, Monsieur Rajoelina. En tout cas, mes remerciements à vous, messieurs. Merci beaucoup d'avoir enrichi ce débat ce soir et de nous avoir rapprochés davantage de cet appel
de Tanger qui est après tout et avant tout un appel à l'unité territoriale marocaine, mais plus généralement et plus globalement l'unité tant espérée de cette Afrique qui se veut une Afrique par et pour les Africains. Merci beaucoup, messieurs. Merci, bonsoir. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.